Salut à tous. Une découverte incroyable est celle qui nous surprend parce qu'elle peut nous révéler. Une découverte mystérieuse est celle qui nous laisse avec plus de questions que de réponses. En suivant cette logique, une découverte à la fois incroyable et mystérieuse est celle qui fait les deux. Ceci est une vidéo de type montrer et raconter, alors laissez-nous vous montrer quelques découvertes qui correspondent à cette description et vous en dire plus à leur sujet. Vous avez peut-être vu cet objet dans les actualités relativement récemment. En 2018, il a été volé dans un musée en France, provoquant une petite panique nationale jusqu'à ce qu'il soit retrouvé et récupéré une semaine plus tard. C'est un objet qui vaut la peine de s'inquiéter car il est vraiment unique en son genre. C'est un cœur humain contenu dans un récipient en or massif, surmonté d'une couronne. Il s'agit du reliquaire en or du cœur d'Anne de Bretagne, de retour en toute sécurité au musée d'Aubray. Anne était une figure extrêmement importante de l'histoire de France. Elle est la seule femme à avoir épousé 2 rois de France et a également réussi à trouver le temps d'épouser un empereur du Saint-Empire romain avant de décéder en 1514. Sa mort a été considérée comme une tragédie nationale si importante que la période officielle de deuil a duré plus d'1 mois. Dans son propre testament, elle a précisé qu'à sa mort, son cœur devait être retiré et placé dans un récipient en or massif avant d'être envoyé dans la ville de Nantes et placé dans le tombeau de ses parents. La plupart de ses souhaits ont été exaucés, son cœur est donc dans la boîte en or. Il n'est peut-être pas dans le tombeau de ses parents, mais le musée d'Aubray est au moins à Nantes. Il existe de nombreux exemples d'art néolithique en Écosse, mais aucun ne pose un mystère aussi grand que ceux connus sous le nom de Towie Stones ou Towie Balls. Ils sont parfois appelés plus simplement les boules de pierre sculptées, ce qui n'est pas un titre très imaginatif. Les boules ne sont pas particulièrement rares, mais trouver de multiples exemples de celles-ci ne nous rapproche pas de la compréhension de la raison pour laquelle elles ont été fabriquées ou à quoi elles servaient. Le premier exemple est apparu dans l'Aberdeenshire au XIXe siècle, mais d'autres ont continué à être trouvées aussi récemment qu'en 2013. Elles sont suffisamment petites pour tenir dans la paume de votre main, mesurant en moyenne entre 5 et 12 cm de diamètre, et peuvent être faites de n'importe quelle roche commune, du granit au grès. Plutôt que d'être sphériques, elles sont délibérément recouvertes de zones surélevées et décorées de lignes complexes et de motifs circulaires. Des motifs similaires ont également été trouvés sur des artefacts appartenant aux Pictes, qui vivaient en Écosse il y a 2800 ans, mais les pierres sont bien plus anciennes que cela. Certaines sont supposées avoir plus de 5000 ans. Les théories quant à leur utilisation vont de leur utilisation potentielle comme arme à une sorte de curriculum vitae transporté par les maçons pour démontrer leurs compétences lorsqu'ils cherchaient un emploi rémunéré. Mais ce ne sont que des suppositions. Pendant que nous parlons de nourriture, voyons ce qui peut être découvert en examinant le contenu d'une boîte à lunch de l'âge du bronze. Cette boîte particulière a été trouvée lorsqu'elle a été révélée par la fonte des glaces du glacier du col de la Chêne en 2012 à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les Alpes bernoises. La boîte circulaire est faite de 3 types de bois différents. La base est en pin, le saule pour les côtés et le mélèze pour les joints. Comme la boîte est en bois, il a été possible pour les scientifiques d'effectuer une datation au radiocarbone, confirmant ainsi qu'elle avait au moins 4000 ans. Étonnamment, la même glace qui a préservé le bois a également partiellement préservé des traces de ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Les scientifiques ont trouvé des alkyles et résorcinols accrochés aux surfaces intérieures en bois, indiquant qu'elle était utilisée pour stocker ou transporter des grains entiers. Sa présence à cet endroit précis pose des questions aux historiens. Y avait-il une route commerciale reliant ces hautes terres bernoises au Valais ? Ou était-ce simplement le cas d'un randonneur emballant une boîte à lunch avant de partir pour un long voyage ? Le gâteau aux fruits reste célèbrement sûr à manger pendant très longtemps après sa fabrication. Même en tenant compte de cela, nous aurions de fortes réserves quant à la consommation de ce gâteau aux fruits particulier. Il a plus d'1 siècle et a été trouvé dans une cabane au Cap Adare en Antarctique en 2017. La cabane elle-même est une cabane Borchgrevink, construite par l'explorateur norvégien Karsten Borchgrevink en 1899 et utilisée plus tard par d'autres explorateurs. C'est la plus ancienne structure construite par l'homme en Antarctique. Borchgrevink n'a cependant pas fait ou transporté ce gâteau. On pense qu'il date de l'expédition malheureuse Terra Nova du capitaine Robert Falcon Scott de 1910 à 1913. Une entreprise appelée Huntley & Palmers est connue pour avoir fourni des provisions à l'expédition Terra Nova. Le gâteau aux fruits est donc probablement leur œuvre. Scott lui-même n'est jamais allé au Cap Adare, le gâteau doit donc avoir appartenu au groupe dirigé par le premier officier Victor Campbell qui s'est abrité ici pendant l'hiver 1911. Les experts disent que le gâteau est en excellent état et est toujours comestible. Nous les croyons sur parole.
En raison de leur statut d'aliments riches en énergie, les gâteaux aux fruits sont toujours des choix populaires pour les explorateurs visitant l'Antarctique. Les emojis deviendront peut-être un jour la forme de langage la plus utilisée au monde, mais si vous pensez qu'il s'agit d'une invention moderne, nous avons une surprise pour vous. Le smiley est le plus utilisé et le plus reconnaissable de tous les emojis. Et il est facile de le reconnaître gravé sur le site de ce pichet à sorbet vieux de 3700 ans qui a été trouvé à Karkamış en Turquie en juillet 2017. Le marquage a été fait délibérément et le style est presque identique au type de smiley que les gens dessinent aujourd'hui. Nous pensons que cela le qualifie officiellement de plus ancien smiley au monde. Le pot était utilisé pour boire du sorbet, il est donc fort probable que celui qui le possédait associait l'objet au bon moment et au plaisir. Le smiley irait donc de pair avec son utilisation. À l'époque où le pichet a été fabriqué, la région où il a été trouvé aurait été contrôlée par les Hittites. Alors ne dites jamais que les Hittites n'avaient pas le sens de l'humour. Les émojis numériques que nous utilisons aujourd'hui ont été créés dans les années 1980, mais ne sont entrés en usage courant que vers la fin des années 1990, alors que le monde passait en ligne. En 2013, il a été décidé que le chantier naval Neptune à Newcastle-upon-Tyne, en Angleterre, serait agrandi. Avant que les travaux d'agrandissement ne commencent, des archéologues ont été invités à venir inspecter le site de construction prévu. Quand ils l'ont fait, ils ont trouvé une section de 24 mètres de long de chemin de fer en bois. Ce n'est pas n'importe quel vieux chemin de fer en bois. C'est le plus ancien chemin de fer en bois survivant au monde. Lorsque ces rails ont été construits au XVIIIe siècle, les trains n'avaient pas encore été inventés. Au lieu de cela, le chemin de fer transportait des véhicules en bois ressemblant à des wagons connus sous le nom de Children's, qui étaient tirés le long des voies par des chevaux. Cette section spécifique de 24 mètres faisait partie du Wellington Wagonway qui a été construit en 1785. Il est si rustique que certains de ses dormants ne sont guère plus que des branches d'arbres qui ont été coupées et coincées dans la voie. La découverte est d'une importance internationale car le Wellington Wagonway a été le premier à être construit à l'écartement standard international qui a été copié des rails de wagon au moteur à vapeur, puis est devenu la norme dans le monde entier grâce à la propagation de l'Empire britannique. La découverte était en danger dès l'instant où elle a été faite car le bois a été soudainement exposé aux éléments, mais il a depuis été préservé. Nous pouvons toujours compter sur l'Égypte pour nous fournir un flux constant de découvertes archéologiques. Et voici un véritable coup de maître. C'est le plus grand cache d'embaumement jamais trouvé dans le pays. Et il a été découvert à Abusir. Les experts de l'Institut tchèque d'égyptologie de l'Université Charles de Prague sont sur le site depuis un certain temps, fouillant un cimetière de la 26e dynastie. Mais, à leur immense surprise, ils ont trouvé les outils utilisés pour momifier les personnes enterrées ici, ainsi que les restes des personnes elles-mêmes. Il semble qu'après le travail terminé, la cachette ait été déposée dans un grand puits dans le coin le plus à l'ouest du cimetière. Il est composé de plus de 350 pots de stockage en poterie contenant les résidus et les restes de divers matériaux d'embaumement, regroupés en 14 groupes distincts. Certains d'entre eux sont déconcertants. Les archéologues ont trouvé 4 vases canopes en calcaire assortis portant des inscriptions, les identifiant comme appartenant à Gouajibré Marinate, fils de Lady Ertuğrul. Malgré la dédicace claire, il ne semble pas que les pots aient jamais été utilisés. Peut-être que Gouajibré Marinate était gravement malade et s'attendait à mourir mais s'est ensuite rétabli. Ou peut-être que ses proches n'étaient pas satisfaits de la qualité du travail. Le musée d'archéologie de l'Université de Durham en Angleterre a présenté une exposition spéciale en juillet 2017. La première de ce genre jamais cédée au pays. C'était le premier diplôme complet de la flotte romaine jamais découvert sur le sol britannique. La plaque de cuivre, qui a été rendue verte par l'âge, enregistre les droits et privilèges accordés à un marin militaire romain suite à sa libération honorable après de nombreuses années de service distingué. La flotte a été donnée à un marin nommé Tigernos en l'an 150. Bien que des gens aient navigué sur des navires dans et autour du Royaume-Uni bien avant cela, nous ne connaissons pas les noms de ces anciens marins. Tigernos est le plus ancien marin nommé connu de l'histoire britannique. Selon la plaque, il est né à Lanchester dans le comté de Durham et a servi pendant 26 ans avant sa libération. En guise de remerciement, lui et ses descendants ont obtenu la pleine citoyenneté romaine et la permission légale de se marier. Quelle attention! La raison pour laquelle si peu de diplômes de flotte ont survécu jusqu'à nos jours en un seul morceau est que les descendants de leurs propriétaires en cassèrent souvent des morceaux pour les utiliser comme preuve de leur propre citoyenneté. Peut-être que Tigernos n'a jamais eu d'enfant. En 2017, il a été décidé qu'un nouveau stade de baseball national serait construit dans la ville nicaraguayenne de Managua.
Comme d'habitude, des archéologues ont été invités à fouiller le site avant le début de la construction. Ce faisant, ils ont trouvé un ancien cimetière. L'équipe a constaté que des restes squelettiques étaient encore présents sur le site, mais ils étaient mystérieusement dispersés, plutôt que d'être enterrés dans des tombes, comme si le site avait été perturbé dans un passé lointain. L'équipe a également trouvé de grands récipients en poterie, qui sont supposés être des offrandes funéraires. Il s'agit d'un site de cimetière précolombien et a été utilisé entre le début du 9e siècle et le milieu du 14e siècle. Fait inhabituel, les experts ne pouvaient pas être plus précis que cela. Tout aussi inhabituel, il y a aussi des restes humains à l'intérieur de certains des grands récipients en poterie susmentionnés. Contrairement aux os désarticulés, les récipients sont en excellent état et ont encore leurs couvercles ajustés intacts dans de nombreux cas. Plutôt que d'être uniformes dans leur conception, ils se présentent sous diverses formes et tailles, y compris des cercles aplatis, des formes pensues et un design particulièrement inhabituel qui a été décrit comme un œuf extraterrestre. Les découvertes n'ont pas d'analogue connu au Nicaragua. En 2015, des archéologues du complexe du Templo Mayor à Mexico, au Mexique, ont découvert un énorme zompantli aztèque. C'est le nom donné à un artefact macabre qui est littéralement un support à crânes humains. En 2017, ils ont découvert que le zompantli était encore plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Le support à crâne, qui est aussi parfois appelé une tour de crâne, a été trouvé sous le plancher d'une maison de l'époque coloniale. Il est circulaire, mesure 6 mètres de diamètre et est monté sur une plateforme de 33 mètres de long et 12 mètres de large. Les crânes dont il est fait sont grossièrement assemblés avec du gravier volcanique, du sable et de la chaux. Les Aztèques utilisaient le zompantli pour exposer les têtes des soldats ennemis capturés au combat. Après avoir été capturés, les soldats ennemis étaient les sacrifiés aux dieux auxquels croyaient les Aztèques. Après quoi leur crâne était de percer à travers les tempes et enfilé sur d'énormes pieux en bois avant d'être finalement monté sur des poteaux. Si vous avez besoin d'un support visuel, imaginez-le comme un boulier incroyablement macabre, il y a 676 crânes sur la tour au total, mais ce ne sont que ceux qui restent. Il est probable qu'il y en avait des milliers. Au début de 2017, il y a eu une forte tempête de pluie dans les Andes. Quand elle s'est finalement arrêtée, elle a laissé quelque chose à trouver pour les archéologues. Cette chose est ce masque grossier d'un visage humain. Le masque en cuivre a environ 3000 ans, ce qui en fait le plus ancien objet métallique fabriqué par des mains humaines jamais découvert en Amérique du Sud. La découverte a été faite dans le nord-ouest de l'Argentine. C'est une feuille de métal d'environ 17 cm de long et 15 cm de large, avec des fentes ou des trous pour représenter les yeux, le nez et la bouche. Il y a aussi de petites perforations sur les bords de la feuille, ce qui suggère qu'elle a peut-être été attachée au visage de quelqu'un à l'aide d'une ficelle. Si c'est le cas, cela aurait été assez inconfortable à porter. Près du site de la découverte du masque, les archéologues ont trouvé les restes enterrés de 14 personnes. L'un des crânes était taché de vert, ce qui impliquait que cette personne portait le masque lorsqu'elle a été enterrée. Et peut-être même qu'elle le portait encore jusqu'à ce que la tempête de pluie expose leur tombe et arrache le masque. On a longtemps pensé que le travail des métaux en Amérique du Sud avait commencé au Pérou, mais cette découverte remet fortement en question cette idée. La variété de biens qui ont été trouvés dans les tombes égyptiennes au fil des ans signifie que les archéologues ne peuvent jamais être tout à fait sûrs de ce qu'ils vont trouver quand ils en ouvrent une. Même les archéologues qui avaient appris à s'attendre à l'inattendu ont été surpris par la découverte d'un orteil prothétique en bois attaché au pied d'une momie qui a été récemment déterrée des tombes à flanc de colline de Cheikh Abd Qurna près de Luxor cependant. Une analyse détaillée de l'ancienne prothèse, qui est supposée avoir environ 3000 ans, a révélé qu'elle a été remodelée et réajustée à plusieurs reprises au fil de nombreuses années, probablement dans le but de la rendre plus facile à porter pour la femme qui la possédait. Le degré d'habileté dont témoigne la fabrication de l'orteil est impressionnant. Il est anatomiquement parfait et est livré avec une sangle en cuir ajustable confortable pour le maintenir fixé au pied. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'il s'agit de la plus ancienne prothèse jamais découverte au monde, et cela rappelle que les scientifiques et les médecins égyptiens avaient des centaines d'années d'avance sur leur temps. Étonnamment, certaines des découvertes que vous verrez dans cette vidéo ont été faites par des candidats peu probables.
Voici un exemple parfait de ce que nous voulions dire par là. En 2016, un employé d'une centrale électrique en Israël a découvert une collection d'artefacts vieux de 3500 ans dans la mer près de la centrale où il travaillait. Au lieu de trouver toute la collection en une seule fois, Marcel Mazala a continué à revenir pendant plusieurs mois pour voir si la mer lui apportait de nouveaux cadeaux et il était rarement déçu par ce qu'il trouvait. Il a accumulé un ensemble assez vaste et varié d'artefacts anciens, comprenant des pièces de chandeliers, des mortiers et des pilons, des couteaux, des épingles et des pièces de grenades en céramique du type utilisé dans et autour d'Israël pendant les périodes mamelouks et croisées. Étant donné que la plupart des objets sont d'un âge similaire, les experts pensent qu'il est possible qu'ils soient tombés par-dessus bord d'un navire marchand dans la région peu avant la fin d'un voyage qui les aurait amenés en Israël depuis la Syrie. Tous les objets sont maintenant entre les mains de l'autorité des antiquités d'Israël. Il existe très peu de professions au monde plus anciennes que la menuiserie ou l'agriculture. Nous savons déjà que ces deux occupations existent depuis des milliers d'années, mais il peut vous surprendre de savoir à quel point la technologie de base impliquée dans l'agriculture et la menuiserie a peu changé pendant tout ce temps. En octobre 2018, cet ensemble d'outils vieux de 1500 ans a été découvert dans l'ancienne ville grecque d'Alexandrie Troas à Çanakkale en Turquie. La plupart des outils sont en si bon état qu'avec un peu de soin et d'attention, ils pourraient encore être utilisés aujourd'hui. Nous pouvons remercier le fait que les outils étaient conservés dans un énorme pitos en argile pour leur excellent état de conservation. Les outils ont été placés dans l'énorme récipient de stockage à un moment donné au cours du 5e siècle, vraisemblablement pour leur protection. Celui qui les a mis là n'a jamais eu l'occasion de revenir les chercher. Quelle que soit cette personne, elle avait rassemblé une collection assez impressionnante de longs clous, de scies, de perceuses, de meuleuses, de grattoirs à spatule, de coupes mauvaises herbes, de grattoirs de terre et de faucilles. La collection aurait été assez précieuse, il est donc peu probable que l'acte d'abandon ait été délibéré. La Chine a une histoire longue et complexe. Pendant des millénaires, le continent a abrité d'innombrables cultures et civilisations différentes, et nous en savons beaucoup plus sur certaines que sur d'autres. Nous savons très peu de choses sur l'ancien état chinois de Shu, c'est pourquoi la découverte de ce masque en or en mars 2021 est si importante. Cela nous donne un lien physique avec des personnes qui ont laissé peu de documents écrits ou d'artefacts. Le masque est estimé à 3000 ans, selon les archéologues. Il provient de Saxe-Saint-Duy, peut-être le site archéologique le plus important du pays. Le masque est l'un des plus de 500 artefacts découverts lors de la même fouille, dont beaucoup pourraient être liés à Shu. De nombreux articles sont fabriqués à partir de matériaux précieux comme l'ivoire, l'or, le jade et le bronze. Ils témoignent de la richesse et de la prospérité de l'état de Shu avant qu'il ne soit attaqué et capturé par l'état voisin de Qin en 316 avant Jésus-Christ. Le masque, qui est composé à 84% d'or pur, était très probablement porté par un prêtre lors de rituels importants, selon les experts. Nous ne pourrons peut-être jamais le confirmer, mais il est incroyable que quelque chose d'aussi délicat ait survécu pendant si longtemps. Un marché d'occasion est l'équivalent britannique de ce que les Américains appelleraient une vente de garage. Vous ne savez jamais ce que vous pouvez trouver dans un, et vous n'êtes pas non plus sûr du moment où quelqu'un pourrait vendre quelque chose pour lequel il aurait dû demander beaucoup plus d'argent. En 2014, le conducteur d'ambulance Martin Jackson a payé seulement 3 livres pour ce qui semblait être un marteau en bois en mauvais état et cassé lors d'une vente de garage à Amble dans le Northumberland. Son instinct lui disait que cela pourrait être plus que ce qu'il semblait être, et il avait raison. Le marteau est en fait un ancien maillet égyptien vieux de 4500 ans, du type utilisé par les artisans et les constructeurs pour tailler les temples. Après que Martin ait apporté son marteau à un expert, il a été possible de retracer l'artefact grâce à une bande d'argent distinctive autour de son manche. Il s'avère qu'il a été emmené de Saqqara en Irlande par un officier militaire britannique en 1905, puis est resté dans sa famille pendant des générations. On ne sait pas comment il s'est retrouvé à être vendu pour 3 livres dans une vente de garage, mais sa valeur réelle est probablement plus proche de 3000 livres que de seulement 3. L'île grecque de Santorin existe dans un état presque constant de fouilles archéologiques. Comment les archéologues pourraient-ils jamais partir alors qu'ils continuent de faire des découvertes comme celles que nous sommes sur le point de voir ? Fin 2018, des chercheurs sur le site d'Akrotiri à Santorin ont identifié les ruines d'un ancien bâtiment public qu'ils ont surnommé la Maison des Bancs. À l'intérieur de la maison, ils ont trouvé une seule figure en marbre d'une femme protocycladique. On pense que la sculpture est vieille d'environ 3600 ans et est typique de son type avec des bras croisés et des membres proportionnels.
On pense que le placement diagonal de la figure dans un récipient en argile est significatif, bien que les historiens n'aient aucune idée de quelle aurait pu être la signification prévue. Comme beaucoup d'artefacts rassemblés à Akrotiri, la figure est en si bon état parce qu'elle a été préservée par les cendres après l'éruption du volcan Terra il y a plus de 3500 ans. La colonie a été détruite, mais tout ce qui se trouvait sous les cendres et les débris était protégé. Ce n'est pas sans raison que les gens appellent Akrotiri la Pompéi grecque. Il est probable qu'il y ait encore des découvertes à faire ici dans 100 ans. Ensuite, nous nous dirigeons vers le Royaume-Uni pour voir un site ancien fascinant, ou peut-être même plus d'un. Ce sont les grandes mines de cuivre d'orme de Conway au pays de Galles. Ensemble, les structures représentent la plus grande mine de cuivre préhistorique du monde. Les scientifiques ne doutent pas que du cuivre était extrait ici, mais ils sont moins sûrs de la raison pour laquelle plus de 30 000 os d'animaux ont été délibérément éparpillés dans les passages labyrinthiques de la mine par les anciens mineurs il y a 3500 ans. En examinant l'état de la pierre, les géologues estiment que près de 2000 tonnes de bronze ont été extraites ici pendant ces années d'exploitation. Aussi ridicule que cela puisse paraître, personne ne savait que les mines étaient ici jusqu'à ce que l'entrée des tunnels soit trouvée lors d'une opération d'aménagement paysager en 1987. Des archéologues ont été appelés sur les lieux et ont finalement identifié un labyrinthe de tunnels qui s'étendait sur 9 niveaux et 8 km sous la surface. Certains d'entre eux sont si étroits qu'ils n'ont pas pu être accessibles ou créés par des adultes. Les scientifiques pensent qu'ils peuvent avoir été creusés par des enfants d'à peine 5 ans. Les utilisateurs originaux de la mine l'ont abandonnée il y a environ 2600 ans, mais ils ont été brièvement ramenés pour l'utiliser à l'époque romaine et à nouveau au XVIIe siècle. Ils sont abandonnés depuis lors. Beaucoup de ce que vous devez savoir sur le bateau de l'âge du bronze de Douvres peut être déterminé à partir de son nom. C'est un bateau. Il date de l'âge du bronze et il a été trouvé à Douvres en Angleterre. Cependant, l'écarter de cette façon serait trop simpliste. C'est l'un des plus anciens navires de haute mer conservés au monde. Le bateau a été découvert accidentellement par des ouvriers du bâtiment en train de creuser une nouvelle route en septembre 1992. Il est vieux d'environ 3500 ans et était dans un état si délicat au moment de sa découverte qu'il a failli ne pas survivre au processus d'excavation. Une équipe du Canterbury Archaeological Trust a finalement coupé le bateau en sections et l'a retiré pièce par pièce au cours d'un mois complet. Ils l'ont ensuite remonté dans une galerie spécialement dédiée du musée de Douvres où le bateau se trouve encore aujourd'hui. L'importance du bateau est difficile à exagérer. Mesurant 9 mètres de long et fabriqué à partir de branches de chêne et d'ifs, il est suffisamment robuste pour avoir traversé le détroit de Douvres entre l'Angleterre et la France. Le bateau est d'un type qui a aidé les anciens habitants de l'Angleterre à rencontrer et à commercer avec les habitants de l'Europe continentale. Une façon peu flatteuse de décrire la citadelle d'Erbil en Irak serait un sandwich archéologique, qui est l'étiquette que de nombreux historiens et manuels scolaires lui ont donnée dans le passé. Il serait plus aimable et plus précis de dire que cet ancien monticule fortifié a été construit non pas une seule fois, mais peut-être une douzaine de fois. Et la dernière version de celui-ci a eu lieu des milliers d'années après la première colonie qui y a été construite. Pour cette raison, il y a couche après couche de matériel archéologique sur le site sur lequel les experts peuvent travailler. On pense que l'histoire complète du site couvre 7000 ans. La citadelle au sommet du monticule est un ajout assez récent comparé à cela. Elle est debout depuis seulement 4300 ans. Étrangement, la citadelle est maintenant plus élevée qu'elle ne l'était lorsqu'elle était neuve. Les maisons en briques de terre qui ont été construites sur le monticule se sont effondrées en poussière et ont construit le monticule plus haut d'un facteur d'environ 30 mètres depuis son début. Pendant la majeure partie de son histoire, la citadelle a été occupée par les peuples kurdes ou assyriens, mais il y a eu des Mongols, des Ottomans, des Sumériens et des Européens vivant ici dans le passé. L'Alaska n'est pas un endroit facile à vivre, même aujourd'hui, il fait froid, même pendant l'été, et le climat est hostile. Pour les personnes qui vivaient sur l'île North Kodiak de l'Alaska il y a des centaines d'années, la survie dépendait de leur capacité à pêcher et du nombre de poissons qu'ils pouvaient attraper. Face à cette dure réalité, ils ont mis au point une nouvelle façon de pêcher. Leur méthode ne reposait pas sur des appâts, des hameçons ou des cannes à pêche. Au lieu de cela, ils ont construit de grands pièges à poissons en pierre solide. Les archéologues du musée Alatik de l'Alaska ont identifié pour la première fois un ancien piège à poissons dans leur région en 2017. Il est fait de 2 enclos entourés de murs en pierre. Les murs sont suffisamment bas pour permettre aux saumons de nager au-dessus d'eux lorsque la marée est haute, mais aussi suffisamment haut pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas revenir à la nage lorsque la marée redescend.
C'est un piège astucieux et il aurait vraisemblablement été très efficace. Mieux encore, c'est un type de pêche qui n'implique pas de rester assis pendant des heures à attendre que quelque chose se passe. Il est probable que le piège ait été construit pour la première fois il y a 2000 ans, puis reconstruit encore et encore, presque jusqu'au début du XXe siècle. Notre prochaine découverte est d'un type qui se reproduit dans le monde entier, mais nous n'en avons aucune idée de la raison. Voyagez pour voir les anciens monuments de Cornouailles que nous avons vus précédemment et vous trouverez quelques exemples de pierres trouées datant de l'époque préhistorique. Vous trouverez également des pierres trouées dans les temples maltais, dans les dolmens belges et même dans les grandes pyramides d'Égypte. Personne ne sait pourquoi nos anciens ancêtres ont fait des trous dans des pierres dressées comme celle-ci, de sorte que chacune a tendance à prendre sa propre signification pour les personnes qui vivent près d'elle. À titre d'exemple, la pierre trouée de Dog, en Irlande du Nord, est devenue un lieu traditionnel où les jeunes se réunissent pour se professer leur amour mutuel et se fiancer. Il est peu probable que ce soit ce que les gens de l'âge du bronze qui l'ont érigée avaient à l'esprit. Mais d'un autre côté, nous n'avons pas de meilleures idées sur leurs intentions. Les théories locales sur l'origine de la pierre vont de son lieu de rassemblement pour les rois celtes à un autel païen ou même un marqueur pour une tombe encore non découverte. Il aurait fallu beaucoup d'efforts pour percer une pierre de cette façon il y a des milliers d'années, donc l'acte doit avoir été fait exprès. Mais il est possible que nous ne sachions jamais ce que c'était. Nous avons parlé de 2 cercles de pierres au cours de cette vidéo jusqu'à présent. Lindholm Ogi à Nørresundby au Danemark est-il un autre cercle de pierre? Eh bien, il l'est d'une certaine manière, mais il est aussi bien plus que cela. Ce champ de pierre dressée irrégulière contient des cercles, mais il contient également des lignes et d'autres motifs. Au lieu d'être un ancien calendrier du type que de nombreux historiens soupçonnent être la plupart des cercles de pierre, Lindholm Ogi est un énorme cimetière qui contient encore les corps de plus de 700 vikings. Les premières sépultures ici ont en fait eu lieu au début du IVe siècle, bien avant le début de l'ère viking, mais elles sont devenues plus fréquentes pendant l'ère viking avant de s'arrêter soudainement et sans explication au début du Xe siècle. L'emplacement à flanc de colline du cimetière offre une excellente vue sur la ville voisine d'Aalborg, mais la ville n'existait même pas lorsque la personne a été enterrée ici. Il n'y aurait eu que des champs ouverts. Les motifs habituels faits par les roches semblent parfois être des représentations de longs navires avec des pierres pointues à chaque extrémité. Il y a aussi des preuves de grands incendies sur le site, de sorte que les navires en pierre pourraient avoir représenté de vrais navires lors des funérailles traditionnelles vikings. Il y a 2300 ans, la partie du monde qui est aujourd'hui la Chine et la Corée était divisée en d'innombrables royaumes disputés. L'un des plus puissants d'entre eux était le royaume de Kaguryo, qui a été établi à cette époque et a duré jusqu'au 7e siècle. Le royaume a survécu pendant 1000 ans, mais aujourd'hui, il ne reste presque rien de lui, à part le complexe de tombes de Kaguryo. Le complexe est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et nous offre notre seule chance d'obtenir des informations sur la vie et la culture du peuple de Kaguryo. Environ la moitié des 90 tombes du site sont couvertes de peintures murales incroyablement élaborées. Il est probable que les tombes décorées aient été faites pour les rois, les reines et leurs amis et parents aristocratiques. Les tombes simples auraient été ouvertes aux autres membres de la société. Bien qu'il soit clair que même être enterré dans une tombe simple était un honneur plus grand que celui que recevrait le citoyen moyen. Au lieu de représenter des scènes religieuses, de chasse ou cérémonielles, les peintures nous offrent un aperçu de la vie quotidienne des habitants de ce royaume. La ville côtière, Égéenne d'Aïsos en Turquie, a livré plusieurs découvertes archéologiques notables ces dernières années et cela s'est avéré vrai une fois de plus en octobre 2022 lorsqu'un sifflet en terre cuite a été découvert dans la tombe d'un enfant. D'après ses proportions, il est clair que le sifflet a été fabriqué spécifiquement pour l'enfant et a probablement été enterré avec lui comme un bien personnel précieux. Les premières indications suggèrent que l'artefact date de l'époque romaine. Remarquablement, pour un objet d'un tel âge, le sifflet est resté en excellent état. Son design en forme d'oiseau est encore clairement visible, et si on le plaçait sur les lèvres, il produirait probablement encore un son. Il est compréhensible que les archéologues se soient abstenus de le tester, étant donné sa nature délicate et ancienne. La découverte a été faite sur le terrain de l'église Ayasma, un site tristement connu pour de nombreuses sépultures d'enfants. Des sifflets similaires ont déjà été trouvés ici, ce qui incite les historiens à se demander si c'était des jouets d'enfants courants il y a 2000 ans dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, ou s'ils avaient une signification plus profonde lorsqu'ils étaient placés dans les tombes.
En octobre 2022, un cultivateur de betteraves qui s'occupait de ses champs à Opava en Tchéquie a été stupéfait de découvrir une ceinture en or unique de l'âge du bronze dans un champ qu'il avait travaillé des centaines de fois auparavant. La ceinture était froissée en boule quand il l'a trouvée, mais il l'a jugée suffisamment intéressante pour la rentrer à l'intérieur, la rincer et la redresser un peu. Les archéologues professionnels préféreraient probablement qu'il ne l'ait pas autant manipulée, mais ils peuvent au moins constater que c'est une découverte remarquable. La ceinture a été analysée au musée régional de Silésie et il a été déterminé qu'elle était composée de 84% d'or, 15% d'argent et de traces de cuivre et d'autres métaux. Le style décoratif du diadème a été utilisé pour déterminer une fourchette de date pour l'artefact qui commence en 1400 avant notre ère et se termine en 800 avant notre ère. Bien que les experts s'accordent désormais majoritairement à dire que l'objet est une ceinture, l'objet est si fin et délicat qu'il a d'abord été considéré comme un diadème. Marcus Aurelius est largement reconnu par les historiens comme l'un des plus grands empereurs romains. Il est monté au pouvoir en l'an 161 et a régné sur l'Empire jusqu'à sa mort 19 ans plus tard, en 180. Les cinéphiles se souviennent peut-être de lui incarné par le légendaire Richard Harris dans le film oscarisé Gladiator. Il était courant pour les empereurs romains de commander d'immenses statues d'eux-mêmes pour monter la garde des bâtiments importants. Cette tradition s'est perpétuée avec la construction des thermes romains de Sagalassos dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Malheureusement, les thermes ont été presque complètement détruits par un tremblement de terre au VIe siècle. Après avoir redécouvert le site au début du XXIe siècle, les archéologues ont passé plus de 10 ans à fouiller soigneusement les ruines. Leur découverte la plus importante a été une colossale statue en marbre de Marcus Aurelius, brisée en morceaux. La majeure partie de la statue est manquante. Seuls la tête, le bas des jambes et le bras droit ont été retrouvés. Ce qui est arrivé au reste reste un mystère. En théorie, tout ce qui a été endommagé par le tremblement de terre devrait encore être sur le site, même en fragments. En octobre 2022, 10 anciennes tombes étrusques ont été découvertes dans la nécropole de Monterozzi près de Tarquinia en Italie. Les experts estiment que les tombes remontent d'à plus de 2500 ans, aux périodes villanoviennes et archaïques. Malheureusement, elles ont été pillées il y a des siècles, et la plupart de leurs objets de valeur ont été emportés. À l'époque, les pilleurs de tombes s'intéressaient de peu aux céramiques, se concentrant principalement sur les métaux précieux. C'est pourquoi de nombreux objets funéraires, notamment des céramiques et des jarres, se trouvent encore à l'intérieur des tombes. Fait inhabituel pour des pilleurs de tombes, les voleurs ont refermé les tombes après leur départ, après avoir d'abord brisé les dalles originales en néphrite pour entrer. Peut-être étaient-ils superstitieux. Les plus beaux des vases peints laissés derrière eux sont d'excellents exemples du style géométrique étrusque. Certains ont été attribués à un artiste étrusque anonyme mais très apprécié, connu uniquement sous le nom de peintre des palmes. Malheureusement, beaucoup ont été brisés par les voleurs qui espéraient trouver quelque chose de caché à l'intérieur. Heureusement, tous les fragments brisés restent en place et peuvent être réassemblés. Ce sera un travail lent mais qui en vaut la peine. Il y a des endroits où l'on peut raisonnablement s'attendre à trouver un ancien cimetière et il y a des endroits où l'on ne s'y attendrait absolument pas. En trouver un sous un grand magasin désaffecté à Haverford, dans l'ouest du pays de Galles, entre dans cette dernière catégorie. Les archéologues enquêtaient sur ce qui se trouvait sous l'ancien bâtiment Aki White de la ville lorsqu'ils ont trouvé ce qu'ils croient maintenant être les restes d'un prieuré médiéval appelé Saint Saviours, qui a été fondé par un ordre de moines dominicains en 1256. Il s'agit d'une découverte qui a été signalée pour la première fois le 11 octobre 2022. Les travaux étaient toujours en cours sur le site au début de 2023 et de nouvelles découvertes étaient encore faites. Jusqu'à présent, les archéologues ont identifié les dortoirs, les scriptoriums, les écuries et les hôpitaux de l'ancien prieuré, mais ils sont perplexes face au cimetière. Plutôt que d'être rempli de moines, il est rempli de personnes de tous les horizons et de tous les âges, y compris des enfants. Certaines des personnes enterrées ici ont des blessures à la tête du type de celles qui seraient causées par des flèches ou des balles de mousquet au combat. Une théorie est que les personnes décédées lors d'une bataille voisine ont été amenées au prieuré pour y être enterrées en urgence, mais les historiens n'ont connaissance d'aucune bataille de cette époque. C'est une triste réalité pour les archéologues qu'ils passent une grande partie de leur vie professionnelle confrontés à la mort, ce qui signifie qu'ils vont souvent tomber sur des restes humains. En octobre 2022, des archéologues à Lützow en Allemagne ont découvert les plus anciens restes humains jamais trouvés dans le pays. Pour être plus précis, ce qu'ils ont trouvé
était une tombe à crémation dans la tourbière de Duensee, qui est un lac intérieur préhistorique. L'endroit est déjà très bien connu des archéologues car il contient plus de 20 sites néolithiques et mésolithiques. Comme c'est souvent le cas avec les anciennes tourbières, les conditions anaérobies de Duensee signifient que les restes organiques sont préservés d'une manière qui ne serait jamais possible s'ils étaient enterrés dans de la terre ordinaire. Dans ce cas, il semble que les restes aient été préservés pendant environ 10 500 ans. On pense que l'individu enterré était un membre du peuple de pêcheurs-cueilleurs qui vivait en Europe au début de la période mésolithique, dont on ne sait pratiquement rien. On pense qu'il était très rare pour eux d'enterrer leurs morts de manière cérémonielle, ce qui nous fait nous demander si cette personne était spéciale. Au cours de l'été 2022, des archéologues travaillant sur un site au Mexique se sont attelés à la tâche de tenter de découvrir et de redécouvrir ce qu'ils pensaient être une image de la Vierge Marie. Bien avant d'avoir terminé leur travail, il était évident que ce qu'ils regardaient n'avait rien à voir avec le catholicisme. Au lieu de cela, il s'agit d'une peinture murale préhispanique du XVIe siècle représentant le dieu lapin Tepoztecatl, la divinité aztèque de l'alcool et de l'ivresse. La surprenante découverte a été faite au couvent de la Nativité dans la ville de Tepoztlán, Morelos, qui a été construit entre 1555 et 1580. Avec le recul, les archéologues auraient dû se rendre compte que quelque chose clochait plus tôt. La Vierge Marie n'a jamais été peinte avec des panaches de plumes ou des boucliers rouges, et ces deux détails étaient visibles avant même que la tentative de révéler la peinture ne commence. La grande énigme, ici pour les archéologues, est de savoir pourquoi ces peintures murales aztèques ont été laissées en place après que le couvent a été adopté par les chrétiens. L'ensemble du couvent est dédié à la nativité de la Bienheureuse Vierge, alors pourquoi ces premiers occupants auraient-ils toléré la présence de ce qu'ils auraient sûrement perçu comme une fausse idole sur leur mur ? L'ancien peuple Chimú du Pérou était avancé à certains égards, mais positivement brutal et sauvage à d'autres. À titre d'exemple, il pratiquait le sacrifice humain, et certaines des personnes qu'il sacrifiait étaient des enfants. En octobre 2022, des archéologues ont trouvé les restes de 76 enfants sacrifiés sur un site de l'Empire Chimú appelé Pampa la Cruz à Huanchaco, qui est une destination touristique balnéaire au Pérou. Chaque enfant avait une nette coupure transversale sur son sternum, prouvant ainsi que les cages thoraciques étaient ouvertes pour que leur cœur puisse être extrait. L'extraction du cœur était le point culminant du rituel sacrificiel humain Chimú. Les Chimú ont établi Huanchaco au cours du IXe siècle, et il est resté entre leurs mains sanglantes jusqu'à ce qu'ils soient chassés de la région par les Incas en 1470. On pense que Huanchaco devait être un lieu d'une grande importance religieuse pour les Chimú, car plus de sacrifices humains ont été enregistrés ici que sur tout autre site Chimú connu dans le pays. Dans ce cas aussi, les historiens pensent que les sacrifices ont été organisés pour consacrer un nouveau système d'irrigation dans les champs situés directement en face du site de l'acte. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler un ancien lavabo rituel ? Eh bien, ne vous posez plus la question. En voici un qui a été trouvé lors de fouilles dans l'ancienne cité grecque de Klazomenai en septembre 2022. Ce qui reste de la ville se trouve maintenant à Urla, qui est proche d'Izmir dans l'ouest de la Turquie. Pour donner à ce lavabo son nom correct, il devrait être appelé un péribentérion. Des représentations de courses de chars et de figures mythologiques dans une scène très chargée sont peintes sur ses côtés. Selon les experts, le lavabo a environ 2600 ans. Aussi chargé que soit la scène principale sur ses côtés, les bordures autour de lui sont encore plus chargées. Elles contiennent plus de chars, de sphinx et de sirènes entourant une base cylindrique. Bien qu'il s'agisse d'un artefact étonnant, nous ne devons pas prétendre qu'il est typique des lavabos rituels de l'époque. En fait, aucun autre exemple d'artefact similaire aussi richement décoré que celui-ci n'a jamais été trouvé. Il aurait été placé à l'origine à l'intérieur d'un temple et utilisé pour la purification rituelle. Mais les décorations extensives sur celui-ci pourraient en signifier qu'il avait une fonction plus spécifique et plus grandiose. Le roi Władysław Łokietek est connu des historiens en Pologne pour avoir unifié le pays sous une seule couronne au cours du XIVe siècle. Il est également connu pour être très petit, d'où son surnom peu flatteur. Les gens de son époque le surnommaient Łokietek, ce qui fait référence à une unité de mesure polonaise équivalente à environ 46 cm. Était-il vraiment si petit ? En fait non. En octobre 2022, des experts ont sondé sa tombe dans la cathédrale de Wawel à Cracovie à l'aide de caméras. À l'intérieur de la sépulture, la caméra a repéré un ensemble de restes humains en bon état, vêtus de robes bleu foncé royales et avec un sceptre royal posé en diagonale sur sa poitrine. La vue obtenue par la caméra a permis aux scientifiques d'estimer la taille du roi avec une marge d'erreur ne dépassant pas 8 cm.
Dans cet esprit, ils croient que le roi Władysław Łokietek mesurait environ 1,52 m. La taille moyenne des hommes de son vivant était d'environ 1,65 m. Il était plus petit que l'homme moyen, mais pas aussi radicalement que son surnom nous l'a fait croire pendant les 700 dernières années. Les fouilles sur le site du parc archéologique de la ville de Zhengshushang à Zhengshu, dans la province du Henan, en Chine, sont en cours depuis un certain temps et devraient se poursuivre pendant plusieurs années, surtout si les archéologues y continuent de trouver des artefacts comme ce masque en or. Avec un âge estimé à plus de 3000 ans, ce qui le date de l'époque de la dynastie Shang, il est encore plus ancien qu'un autre masque funéraire en or ancien récemment découvert, qui a été trouvé dans la fosse sacrificielle de Shangqingdui en 2021. Ce nouveau masque provient d'une tombe à l'intérieur d'un cimetière dans le coin sud-est de l'énorme site archéologique et est l'un des plus de 200 objets trouvés dans la tombe, qui semble être celle d'un noble. La colossale tombe a à peu près la taille d'un pâté de maison de New York couvrant 10 000 mètres carrés. Bien que le masque soit principalement centré, il est assez grand pour couvrir tout le visage d'un adulte et aurait été conçu pour servir un but spécifique. Les gens de l'époque de la dynastie Shang croyaient que l'or accordait une protection au corps et empêchait l'esprit de se disperser lors de la décomposition. Donc décorer le masque n'aurait jamais été l'intention ou le but. L'ancien fort romain de Vindolanda est l'un des sites archéologiques les plus importants du Royaume-Uni. Et des découvertes comme celle-ci en sont la raison. C'est un embout de cornu et il est extrêmement rare. L'artefact en alliage de cuivre, qui faisait autrefois partie d'un instrument de musique et a été fabriqué entre les années 120 et 128, a été trouvé enterré sous le sol d'un atelier adrianique. À l'époque où il était en un seul morceau, l'instrument aurait été porté par un sonneur de corps spécial militaire appelé cornucin. Leur travail consistait à encoder les ordres de leur général en notes de musique, puis à les jouer sur le champ de bataille comme instruction à leurs collègues. Il est assez courant de voir des représentations de cornus dans les œuvres d'art et les sculptures romaines, notamment sur la colonne de Trajan à Rome. Mais trouver une partie de l'instrument réel arrive beaucoup moins souvent. Pas moins de 9 forts romains différents ont été construits à Vindolanda entre les années 85 et 370, chacun étant construit au-dessus du précédent, ce qui en fait un site difficile mais enrichissant pour les archéologues. Assure-toi de t'abonner, d'activer la cloche et de rester avec nous pour encore plus de vidéos géniales. Merci d'avoir regardé, à la prochaine